Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission en direct ensemble avec mon invité historien, éditeur, journaliste, auteur de nombreuses biographies, romancier de tant d'autres ouvrages dont La cliente, Lutétia, Les vies de Job, Tous primés ou encore de l'annonce sortie l'année dernière. Pierre Assouline de l'Académie Goncourt, il y tient, vient nous voir pour son manifeste Tenez bon aux éditions Robert Laffont sur les livres qui nous aident à ne pas renoncer et comment il nous donne de l'espoir. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Pierre Assouline. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité en direct aujourd'hui sur notre antenne. On va bien sûr parler longuement de votre ouvrage, de votre actualité, mais aussi tenter de savoir, de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On démarre donc par le début, toujours le début. Pierre Assouline, je crois savoir que vous êtes né un 17 avril dans les années 50 à Casablanca. Vous êtes le fils de Marcel et de Monique Zerbib. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Quel genre d'enfance ? Une enfance bien heureuse parce que d'abord c'est un pays de cocagne. Bon, je suis né 3 ans avant l'indépendance du Maroc, mais on y est resté après. C'est un pays de cocagne ensoleillé avec une cuisine savoureuse et surtout des parents aimants. Et quand je vois avec mes amis un peu leur enfance, et lorsqu'ils la racontent, soit de vive voix, soit dans des livres, je me rends compte là, de la chance et du privilège que j'ai eu d'avoir des parents aimants. Vous êtes resté jusqu'à quel âge au Maroc ? Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans, donc c'est relativement tard. Vous avez des souvenirs à Très Casablanca ? Très fort. D'odeurs, de parfums ? Oui, tout. D'autant plus que le Maroc, c'est un pays justement savoureux par ses parfums, ses odeurs, sa couleur. Mais quand on dit le Maroc, si on le connaît mal, on oublie une chose, c'est que ce n'est pas un pays, mais plusieurs pays. Il y a le Maroc atlantique, celui où j'ai grandi. Il y a le Maroc des montagnes, et le Maroc du désert qui commence à Marrakech, et le Maroc méditerranéen du côté de Tanger. Donc ce sont des pays différents, évidemment réunis en un seul, ça va de soi. Mais pour vous dire que ce n'est pas la même chose d'être né là ou là. Ceux qui sont nés et qui ont vécu à Fès, par exemple, voilà, ils n'ont pas la mer. Oui, c'est-à-dire que selon où on a grandi, c'est plus rural ou urbain. Ça fait de vous quel genre de petit garçon ? Un petit garçon nostalgique, en quelque sorte. Parce que, bon, c'était une époque très agréable pour un enfant et pour différentes raisons. Cela dit, ce Maroc que je décris n'existe plus. De même que la France que j'ai connue quand on est arrivé en France, donc à la fin des années 60, ce n'est plus du tout le même pays. Quand j'écoute Alain Finkielkraut parler de la France qu'il aime, je me rends bien compte que, bon, c'est un peu aussi la mienne, mais c'est une France qui n'existe plus. Donc on ne peut pas la retrouver par le biais de la nostalgie. De toute façon, voilà, c'est passé. On va parler de cette France justement que vous allez rejoindre. Vous allez épouser les valeurs républicaines, je crois savoir, Pierre Assouline. Suivre des études secondaires au cours Fidesz et au lycée Janson de Sailly à Paris. Vous faites des études supérieures à l'université de Nanterre, à l'école des langues orientales, puis vous devenez journaliste. Est-ce que vous avez toujours su que vous feriez ce métier ? Non, je l'ai su à partir de la terminale. Avant, je ne savais pas trop, mais en terminale, donc vers l'âge de 18 ans, ma résolution était prise. J'ai eu des différents modèles, hein. Bien sûr, Tintin reporter, ça a beaucoup joué. Mais les livres d'Albert Londres ont beaucoup joué. Et puis, la passion de l'histoire, qui est quelque chose, un virus que mon père m'a transmis, et noué à la passion de la littérature. Enfin, l'histoire est à partie liée avec, évidemment, le journalisme. Et ben voilà, entre Tintin et Albert Londres, ma résolution était prise. Et voilà, je suis non seulement passionné de journalisme, je l'ai été pendant très longtemps, mais je le suis toujours parce que je n'ai pas cessé de mon activité journalistique aujourd'hui encore.
Pierre Assouline, vous travaillez d'abord pour des agences de presse avant d'entrer au service étranger du quotidien de Paris, puis à François, tout en enseignant au CFPJ, en collaborant à la revue Histoire, l'Histoire, et puis vous devenez conseiller littéraire des éditions Ballant, et vous écrivez plusieurs biographies pour cette maison d'édition. On apprend dans votre livre que tous ont un point commun. Est-ce que vous avez sans doute ce point d'accroche avec ces livres que vous avez écrits, notamment ces biographies ? Oui, le point commun, c'est moi déjà, c'est le minimum. Mais si vous prenez les 10 biographies, je mets de côté la première, Marcel Dassault, parce que c'était la première et puis c'est un cas à part. Les autres sont reliés tout de même souterrainement par le goût de la culture, parce que ce sont des marchands de tableaux, des photographes, des collectionneurs, des écrivains. La culture les réunit tous et ça, c'est un fil rouge. Et un fil d'Ariane, évident. Vous l'écrivez, ce fil rouge et ce fil d'Ariane, et vous écrivez aussi, ils ont réussi avec une volonté obstinée d'élucidation, en creusant leur sillon sans dévier, ils ont tenu bon sur leur idée fixe, quand tout autour d'eux leur enjoignait d'empoigner d'autres voies, d'un accès plus aisé, mieux en phase avec l'esprit de l'époque. Ce qui relie les personnages de Ma famille de papier, c'est leur ténacité à tenir bon sur l'idée qu'ils se font de leur art ou de leur métier malgré tout. C'est très beau ce que vous écrivez et vous évoquez presque toutes les personnalités que vous avez racontées, que vous avez écrites. Est-ce que cette ténacité est aussi la vôtre ? Est-ce qu'elle fait partie de qui vous êtes ? Oui, sans aucun doute, parce que à chaque fois, dans le cours de ma vie, à la fois de journaliste et d'écrivain, j'ai été confronté à des obstacles. C'est le cas de beaucoup de gens. Et moi, les obstacles, il a fallu les vaincre à chaque fois. S'il n'y a pas eu la ténacité, l'obstination, eh bien, il n'y aurait pas eu tous ces livres que j'ai écrits. Mais même, c'est pas seulement une ténacité pour décider d'écrire un livre et de le faire accepter par un éditeur. Ce sont à chaque fois des enquêtes. Et les enquêtes, c'est un genre que j'adore, mais que beaucoup de mes confrères détestent parce que c'est long. C'est lourd. C'est fastidieux. C'est ingrat. Ça consiste à mettre le pied dans la porte en permanence, aller voir des témoins, insister et insister encore auprès d'eux, débusquer des archives que personne n'a lues et qui sont cachées on ne sait où. Eh bien ça exige, oui, il faut vraiment y croire et avoir beaucoup de force de conviction. Ça a été mon cas. Et c'est vrai que mes héros, mes personnages, Ma famille de papier, parce que je les conserve avec moi. Une fois que j'ai écrit une biographie, je ne cesse pas d'y penser quand ça paraît. Vous dites notamment « Je suis le fils de mes lectures ». Est-ce que vous êtes aussi quelque part le fils de vos écrits ? Non. Ou le père de vos écrits ? De mes lectures. Oui, le père de mes écrits, forcément, puisque je signe. Mais je suis le fils de mes lectures dans la mesure où ça m'a constitué. Ça a fait de moi ce que je suis. Alors, évidemment, il y a au-dessus de tout ça l'éducation. Avant la culture, il y a l'éducation. Et moi, je dois tout à mes parents. D'autant plus ils avaient fait un Yalta dans mon éducation. Mon père, c'était l'histoire et ma mère, c'était la littérature. Avec chacun avait ajouté aussi autre chose. Mais voilà, c'est pour ça que je suis nul en maths. Et que vous êtes le digne fils de vos parents. Pierre Assouline, votre identité juive a toujours été importante. C'est une question parce qu'on sent que c'est important pour vous dans vos pages. Vous parlez notamment beaucoup de la Seconde Guerre mondiale où il a fallu tenir bon. Et c'est le moins qu'on puisse dire, comme dans toute guerre. On le voit bien à l'heure actuelle. Mais bien sûr... c'est une double identité dont j'ai pris conscience dès, encore une fois, à l'âge de 18 ans. Parce que les conversations avec mon père, qui avait donc participé à l'armée d'Afrique comme jeune soldat volontaire, et qui a passé 3 ans dans cette armée d'Afrique, le débarquement en Provence, la campagne de France, jusqu'à l'Allemagne, quoi. Et à partir du moment où on a commencé à en parler, lui et moi, quelque chose s'est passé. Il n'était pas du tout ancien combattant, pas du tout. Mais quelque chose a été transmis à ce moment-là, et donc j'avais 18 ans. Et dans ma prise de conscience, j'étais très militant depuis l'âge de 16 ans. Donc tout ça favorise une prise de conscience politique et donc historique.
c'est important dans la vie d'un jeune. Et ça, je dois dire que j'en suis très grateful, comme on dit en français. Pierre Assouline, vous devenez rédacteur puis directeur de la rédaction du magazine Lire, chroniqueur en radio pour plusieurs médias, également au magazine Le Monde, au journal Le Monde, critique pour le Nouvel Observateur, membre du comité de rédaction de la revue L'Histoire. Et puis, vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Et laissez-moi terminer mon propos. Vous aimez l'écriture de Céline, de Paul Morand. Vous avez écrit sur Jean Jardin, éminence de Vichy, directeur de cabinet de Pierre Laval, figure centrale de la collaboration durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, ami de Pétain. Vous avez interviewé Lucien Combel, un ancien collabo pour France Culture en 98, et vous évoquez cette amitié surprenante. Quand on vous demande de vous en expliquer, je trouve votre réponse incroyable. Mais ça dépend à laquelle vous faites allusion. Vous dites en France, oui. Il n'y a que les Juifs. Oui, pour s'intéresser à ce point à l'antisémitisme. Aux antisémites précisément. Et aux antisémites, oui, bien sûr. Oui, j'en suis convaincu. Cela dit, je n'ai pas fait que ça. Bien sûr. C'est drôle parce que certains, alors c'est pas du tout dans le même esprit que le vôtre, me disent, mais vous vous intéressez qu'aux Juifs. Parce que Kahnweiler, parce que Marcel Dassault, parce que Séfarade, le livre Séfarade, Vie de Job, etc. Et donc, en fait, je vais vous dire, je m'intéresse aux deux, mais il n'y a pas que ça. Quand je m'intéresse à Hergé, pour sa biographie, c'est pas parce qu'il était antisémite, c'est parce que c'est un très très grand artiste. Quand je m'intéresse à Simenon, c'est pas parce qu'on l'a soupçonné d'avoir été antisémite, c'est parce que c'est un grand écrivain. Et donc, voilà, il faut que ce soit du côté des Juifs ou des antisémites, il ne faut pas faire d'essentialisme par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est quels sont les hommes ou les femmes derrière ça. C'est ça qui est intéressant. Quelles sont leurs valeurs? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Tenez bon, parce que pour bien montrer aux gens aux lecteurs, ce qui m'intéresse chez les gens, ce ne sont pas leurs idées politiques. Bien sûr, elles sont ce qu'elles sont, il y a des convictions, et quand on tient ces convictions, elles sont respectables, quelles qu'elles soient, même celles de la France insoumise. J'allais vous poser cette question, Pierre Assouline. Dans votre livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Résister ». Ces rencontres, cet intérêt, est-ce que quelque part pour vous, au-delà de ce que vous venez de nous dire, c'est aussi une façon de résister? Oui, parce que ce que j'essaie justement de distinguer, c'est les idées politiques. Quand je disais même celle de la France insoumise, évidemment, je ne suis pas du tout de ce bord-là, au contraire, mais ça m'intéresse de voir les mécanismes qu'il y a derrière. En revanche, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les valeurs et les principes. C'est ça qui nous constitue. Tout à l'heure, on parlait de l'influence de mon père. L'autre chose qu'il m'a transmise, à part ma judéité et ma pratique, c'est la passion de la République française. Ça, c'est typique des Juifs d'Algérie. Oui. Bon, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, mais mon père est né à Oran, ma mère à Beaune, donc l'Algérie est très importante pour nous. Cette éducation-là, cette passion de la République française, on ne la trouve pas au Maroc, on ne la trouve pas en Tunisie non plus, pour parler du Maghreb. C'est typiquement les Juifs d'Algérie rendant grâce au décret Crémieux qui les a fait français en 1871, qui les a libérés du statut de dhimmi, c'est-à-dire de soi-disant protégés, mais en fait surtout d'exploités et de citoyens de seconde zone. En devenant français, ils accédaient à une autre personnalité, à un autre statut. Et ça, ils ont été... Vous savez, dans mes livres récents, il y a eu Le Nageur, qui racontait la vie d'Alfred Nakache. Je me suis retrouvé en lui parce qu'Alfred Nakache a reçu et le judaïsme et la passion de la République de son père, exactement de la même manière que moi. Je me suis vraiment identifié à lui. Alfred Nakache jouait notamment sur scène par Amir et mise en scène par Steve Spissa. Nous les avions reçus pour en parler. Magnifiquement joué oui, par Amir. Je suis bien d'accord avec vous, Pierre Assouline. Vous venez nous voir aujourd'hui pour un manifeste qui s'intitule « Tenez bon » aux éditions Robert Laffont sur les livres qui nous aident à ne pas renoncer et comment ils nous donnent de l'espoir. 4 chapitres. Tenir, se tenir, résister. De quoi tenir bon est-il le nom? Ça sonne presque un petit peu comme quelque chose de biblique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Écoutez, j'en suis ravi si c'est le cas. Alors, les titres des chapitres que vous avez cités
ne doivent pas à la Bible, mais au poète Paul Celan. Et notamment un poème de lui qui s'intitule Stehen, c'est-à-dire en allemand Stehen, qui signifie tenir, se tenir et résister à la fois. Et je lui dois beaucoup. Je me fais passeur des livres des autres. Et ce poète-là, poète allemand, vous l'évoquez longuement. Poète de langue allemande. De langue allemande, à différencier, parce que vous estimez qu'il n'est pas suffisamment allemand, enfin pas vraiment allemand pour vous. Il n'est pas d'origine roumaine. D'origine roumaine. Vous l'évoquez longuement et vous dites notamment, puisque vous êtes professeur à Sciences Po, notamment d'écriture, que c'est un des ouvrages que vous conseillez le plus à vos élèves. C'est les poèmes de Paul Celan, oui. Mais c'est difficile, hein, je reconnais. Mais je ne peux pas m'empêcher de leur faire passer un poème. Vous savez, ce que j'explique dans ce livre, c'est que je fais passer des livres, hein, comme un passeur. Et j'ai toujours fait ça, comme critique, comme journaliste, comme écrivain, passer des livres. Mais là, je veux le faire encore davantage, parce que mon livre, Tenez bon, est né de l'inquiétude suscitée par le 7 octobre. Quand je dis l'inquiétude, c'est une litote. De l'angoisse suscitée par le 7 octobre. Tout s'est écroulé pour beaucoup de gens. En Israël, ça va de soi. Mais en diaspora aussi. Il y a eu une sorte de collapsus mental chez beaucoup de gens parce que, il y a eu tout ce que vous savez. Et puis après, avec Trump, un écroulement de l'ordre international sur lequel on vivait depuis 1945. Donc les gens n'ont plus de repères. Et ça a généré une forte angoisse qui existe toujours. Je le vois en permanence partout où je vais dans toute la France pour des rencontres autour de ce livre. Et je pense que dans ces moments-là, il y a des livres qui peuvent nous aider à résister. Et notamment, ce dont je parle là. Donc, mais parfois, c'est tout un livre. Parfois, c'est un paragraphe. Parfois, c'est une page dans un livre. Parfois même une phrase ou un seul mot. Et là, le mot Stehen, justement, tenir. Mais par exemple, dans Premier combat de Jean Moulin, livre que personne n'a lu, à part les historiens, eh bien, c'est un livre qui aide à tenir, qui raconte ses premiers pas comme dans la résistance, qui n'existait pas encore. Et puis aussi la chèvre de M. Seguin, qui m'est très chère, comme à beaucoup de gens. Et puis l'exemple de Simone Veil. Il y a certaines phrases d'Albert Camus qui sont inoubliables. Tout ça permet de tenir, au lieu de renoncer et de se soumettre. Vous évoquez Blanquette, vous pensez à cette phrase de chevet: pourvu que je tienne jusqu'à l'aube de la chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet, livre de nuit de notre cher ami Éric Emmanuel Schmitt, et votre phrase préférée qui vous permet de tenir, vous, notamment lorsque vous vous retrouvez confronté à un glacier. On peut en parler dans un instant. Mais juste avant, puisque vous venez de l'évoquer, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe en Israël, si vous le voulez bien, Pierre Assouline, parce que vous racontez un des épisodes de votre vie vécu en Israël sous les bombes, en évoquant l'Iran aussi, qui résonne un peu comme une prédiction vu l'actualité. Vous étiez là-bas lors d'une conférence sur votre livre L'Annonce à l'Alliance française de Jérusalem, et vous avez vécu ces bombes-là, il me semble que c'était l'année dernière. Quel mot lu vous conseilleriez à nos compatriotes en Israël en ce moment, à l'heure où le week-end a été extrêmement difficile pour eux? Quel livre, vous voulez dire? Quelle phrase, quel livre, quel ouvrage? Je dirais... Tenez bon, justement, parce que s'il y en a bien qui le méritent, mais surtout, je leur dirais... je n'ai pas de conseils à donner, hein, évidemment, mais ce qui me frappe, c'est que chaque fois qu'on parle de la violence que subissent les Israéliens, on ajoute oui, mais ils vont faire résilience. Autrement dit, c'est pas si grave, parce qu'ils ont toujours fait résilience. C'est vrai qu'ils sont en guerre depuis 1948, ça n'a jamais cessé. Donc, ils vont s'en tirer parce qu'ils ont l'habitude. Moi, j'ai plutôt envie de dire aux gens, ne comptez pas sur la résilience, c'est trop facile. Ils ne sont pas dans la résilience, ils sont dans la fuite en avant parce qu'ils n'ont pas le choix, sauf de partir. Vous savez, aujourd'hui, quand on demande aux Israéliens ou aux Français en Israël, revenez en France le temps que ça se calme, ils répondent, la majorité, jamais de la vie, je préfère rester sous les bombes plutôt que de rentrer en France. Oui, tous ne le disent pas. Je ne sais pas si c'est la majorité ou pas. Beaucoup. Mais oui, il ne faut pas que ça occulte un fait beaucoup plus important et plus significatif, plus grave.
c'est que pour la première fois, la Yérida est plus importante que l'Alia. Il y a plus de gens qui quittent Israël, même si ceux qui quittent Israël pouvaient être certains qu'en cas de guerre, tout le monde revient pour être dans l'armée et pour assurer la défense d'Israël. Mais la Yérida est plus importante que l'Alia. Ça, c'est nouveau. Ça ne s'est jamais produit avant. Et c'est compréhensible. Depuis 7 octobre, c'est très difficile de vivre en Israël. Très, très difficile. On ne le dit pas assez. C'est difficile économiquement, matériellement, moralement. Les cabinets des psys et des psychologues sont archi pleins. C'est pas un hasard. Il y a un stress permanent. Il faut vraiment avoir des convictions très, très fortes pour y aller. Je ne sais pas si ça suffit de dire, comme je l'ai entendu chez des jeunes le plus souvent, je préfère encore mourir en juif que vivre en français. C'est un peu rapide, je trouve, mais ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Surtout quand on est un père de famille et qu'on engage d'autres destins que le sien. Oui. Un père de famille, qui a une famille avec des enfants, etc. Ou une mère. Ou une mère, c'est la même chose. Des parents qui ont des enfants plutôt jeunes, vous vous rendez compte de leur responsabilité. Dans quelques années, ils verront leurs enfants partir pour 3 ans à l'armée. Oui. C'est quand même, alors qu'ils auraient pu rester en France ou ailleurs, en diaspora. Voilà, on n'engage pas que son propre destin dans ces cas-là. Je suis bien d'accord avec vous, Pierre Assouline. On revient dans un instant, juste après le rappel et titres, avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent également sur l'antenne de Radio J. Vous restez avec nous pour cette émission avec Pierre Assouline de l'Académie Goncourt pour son manifeste Tenez bon aux éditions Robert Laffont sur les livres qui nous aident à ne pas renoncer et comment ils nous donnent de l'espoir. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Santa Batalea, alea, alea. כל העולם יודע שאני מתעלע. Radio J. משחור, רוח בשיער שוטף את הנוף. חבר'ה מאחור מדברים בלי סוף. Vous écoutez Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les déclarations de Benyamin Netanyahou qui affirme que l'Iran est à terre et qu'Israël est en position de force. Le Premier ministre israélien insiste sur le fait qu'il faut éviter un mauvais accord avec l'Iran et souligne la supériorité stratégique de Jérusalem sur Téhéran. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran souhaite conclure un accord rapidement dans les 5 prochains jours. Les pourparlers ont eu lieu récemment sous la supervision de Jared Kushner et Steve Witkoff, envoyés de la Maison-Blanche. L'objectif, apaiser les tensions et réduire les prix de l'énergie. Une source israélienne indique que le pays pourrait suivre les États-Unis et reporter toute attaque sur les centrales iraniennes. Le ministre de la Défense Israël Katz a toutefois rappelé que les frappes contre l'Iran et ses infrastructures pourraient s'intensifier si nécessaire. L'agence de presse iranienne Fars affirme qu'aucune communication directe ou indirecte n'a eu lieu avec les États-Unis. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a appelé son homologue russe pour discuter de la situation. La Russie a demandé une cessation immédiate des hostilités et un règlement politique incluant les intérêts de l'Iran. Du côté israélien, le bureau de Benyamin Netanyahou n'a fait aucun commentaire sur l'annonce de Donald Trump. Une roquette tirée par le Hezbollah a frappé Kiryat Shmona, ville du nord d'Israël. 2 personnes ont été blessées, dont un homme d'une 50aine d'années, grièvement blessé au visage par des éclats d'obus. Plusieurs autres impacts de roquettes ont été signalés dans la ville. Il s'agit de la 5e attaque en 1 heure. La compagnie El Al réévalue ses vols à l'aéroport Ben Gurion à cause de la réduction drastique du trafic décidée par le ministre israélien des Transports. À partir de 17h, le nombre de passagers par vol partant de Ben Gurion passe de 120 à 50 avec un décollage ou atterrissage par heure. El Al demande l'ouverture de l'aéroport Ramon près d'Elat pour remplacer Ben Gurion. Arkia prévoit davantage de vols depuis Taba en Égypte et Aqaba en Jordanie.
Et merci beaucoup Nina Elouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Pierre Assouline et mes chroniqueurs. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Pierre Assouline pour son manifeste Tenez bon aux éditions Robert Laffont sur les livres qui nous aident à ne pas renoncer et comment ils nous donnent de l'espoir. Un livre qui démarre notamment sur une des fois où la mort n'a pas voulu de vous, Pierre Assouline, et où on apprend que depuis l'âge de 16 ans, la question revient vous harceler par intermittence. Expliquez-nous. C'est parce qu'à 16 ans, j'ai perdu mon frère à la suite d'un accident. Et c'est un séisme quand on est très jeune. Et ça m'a constitué. Donc le rapport à la mort est différent quand ça arrive si tôt, parce qu'on tutoie la mort, on la voit de près, on voit quelqu'un mourir, et ça change tout. Ça change la vision du monde, mais ça change aussi la sensation du monde. Il m'a fallu 50 ans pour pouvoir en parler une première fois et pour pouvoir écrire là-dessus dans Vie de Job, puisque j'étais un peu poursuivi par le personnage de Job dans la Bible, mais je ne savais pas pourquoi. Et en creusant ce sillon pour faire ce livre, Vie de Job, il y a quelques années, je me suis aperçu que c'est parce qu'il est question de Job dans le rituel du deuil, dans le Kaddish. Voilà. Mais je ne l'avais évidemment pas analysé au moment précis, puisque j'en étais incapable. Et en découvrant tout cela, en creusant, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Comme quoi, on apprend à tout âge. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé à écrire ce livre, Pierre Assouline, mais il a résonné en moi comme beaucoup de prédictions. D'abord puisque vous évoquez un épisode vécu à Crans-Montana à la fin de l'hiver 95 en Suisse et qui est peut-être devenu un endroit un peu témoin d'une tragédie, un endroit un peu maudit depuis, en tout cas à mon sens. Racontez-nous l'histoire de la plaine morte, vous le skieur de fond. Ça se passait dans le canton du Valais, au-dessus de Crans-Montana. À 3000 mètres, il y a un glacier avec un lac gelé et autour du glacier, une boucle de 18 km pour les skieurs de fond tracée tous les matins. Le rêve, magnifique. Et ce matin-là, je suis allé comme tous les matins faire mon parcours sous un soleil et un ciel bleu inoubliable. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas de météo sophistiquée là-haut, à 3000 mètres. Ça a changé depuis. Mais je me suis lancé sans prendre garde. Et puis, au bout de quelques minutes, je me suis aperçu que j'étais seul alors qu'on était une vingtaine. Les autres avaient rebroussé chemin. Et je ne m'en étais pas aperçu. Et tout d'un coup, en quelques minutes, une tempête de neige terrible s'est déclenchée et on ne voyait plus rien. Enfin, parce que les autres étaient retournés avec beaucoup de prudence et de flair, mais je n'avais pas ce flair. Tout en aimant la montagne, je ne suis pas quelqu'un de la montagne. Et donc, à partir de là, que faire ? Et parce que ça pouvait durer un jour ou deux. J'ai souvent vu des reportages à la télévision suisse sur les tempêtes là-haut. Ça peut durer un jour, 2, 3 jours. Et à ce moment-là, on vous dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est construire un igloo et s'y abriter. Oui, d'accord, mais c'est pas dans mes habitudes. Et puis, j'avais juste un t-shirt, parce que le temps était clément, j'avais même pas d'eau, j'avais rien. Et donc, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, mais des heures et des heures, sans savoir dans quel sens il fallait aller, parce qu'on ne voyait rien. Et puis finalement, j'ai senti que j'étais au bord du lac gelé, et il y avait un point noir très très loin. Je me suis dit, voilà, j'ai pensé, alors là, la littérature est revenue me chercher et m'aider. C'est ça. Un vers de René Char. Nous avançons vers l'inconnu,
mais avec des repères éblouissants. C'est ça. Eh bien, c'était le point noir, c'était ça, mais ça impliquait de traverser le lac gelé. Vous entendez vos héros intérieurs comme vous les racontez, vous pensez à Kafka, vous êtes dans une solitude subie, vous pensez au roman La neige était sale de Simenon, à la couverture de Tintin au Tibet d'Hergé, et vous devez donc traverser ce lac gelé à mesure que vous avancez vers l'inconnu. Un point d'exclamation s'impose à vous, tiens bon. Et oui, tiens bon. Et en fait, c'est toutes mes lectures, bon, parce que je suis le fils de mes lectures, bien sûr, et j'ai toutes ces lectures et toutes ces phrases, ces conseils que j'ai lus ou entendus, dans ces moments-là, ça vient. Un ami m'a dit, ah bon, toi tu penses à la littérature au moment où tu vas mourir? Je dis non, je ne pense pas à la littérature, c'est elle qui pense à moi, qui vient me chercher et qui m'accompagne. Il y avait un petit livre qui m'avait beaucoup marqué de Maurice Blanchot, L'instant de ma mort. Ben oui, c'est l'instant de ma mort. Il y a des moments, à tous, hein, dans notre vie, où on a l'impression que l'instant de notre mort est arrivé. Ça peut être dans une guerre, mais ça peut être aussi dans un moment tout à fait trivial. Franchement, faire du sport, voilà. Et ben à ce moment-là, c'est pas seulement qu'on voit défiler le film de sa vie, c'est surtout que viennent nous aider, pas seulement des livres, mais aussi des images, des photographies, des gens qu'on a aimés. Parce que quand tout est blanc et qu'il n'y a que le bruit ou le son de la tempête, vous croyez peut-être au paradis finalement. Enfin, on peut tout imaginer. Vous savez, il y a une sorte d'hallucination qui s'empare de vous dans ces moments-là. Et puis le froid aide aussi à... Voilà. Ça fait un contexte. Et ça fait un contexte et on se dit, c'est ça ou rien. Alors j'ai tenté ça. Et au bout d'une heure à traverser ce lac gelé, qui m'effrayait parce qu'il peut s'ouvrir à n'importe quel endroit, j'ai fini par atteindre ce point noir qui était le haut du tire-fesse, qui était un tire-fesse fantôme, puisqu'il n'y avait plus personne, et qui menait à un restaurant d'altitude, où les gens m'ont regardé quand je suis rentré comme une sorte d'extraterrestre. Et ça ne m'a jamais quitté. Le lendemain, je suis retourné skier. Ouais. Il faisait très beau. J'ai fait exprès, parce que j'avais retenu la leçon. Comme à l'époque, je faisais beaucoup d'aviron sur la Seine. Et un jour, notre bateau a coulé dans la Seine gelée, parce que c'était au mois de janvier. On avait nos survêtements, etc. Et on s'en est tous sortis, alors qu'il y avait eu des morts précédemment. On s'en est tous sortis, tout l'équipage. Et notre directeur sportif nous avait dit, promettez-moi que dimanche prochain, vous reviendrez pour à nouveau ramer sur la Seine. Oui. Parce que sinon... on n'y retourne pas. Non, mais surtout, ça va vous poursuivre toute votre vie. Bon, ça n'empêche que... C'est ce que j'allais vous dire, encore. Rasouline. Je suis hanté encore par ces accidents, mais bon. Est-ce que, pour vous, le principe même de la lecture, de la littérature, c'est qu'elle nous sauve d'une manière ou d'une autre? Elle nous explique ce qui nous arrive mieux que nous ne saurions le faire. Ça, c'est ce qu'on doit à l'art. Ça peut être la peinture. Il m'est arrivé, devant un certain tableau de Monet, de comprendre la France mieux que par les livres ou par le reste. Oui, bien sûr, mais c'est surtout ça. Sauver, il y a le salut dans sauver, ça me gêne un peu. Bon, mais je préfère ça. Elle nous explique ce qui nous arrive mieux que nous ne saurions le faire. Elle nous rend de grands services, mais dans la littérature, vous avez le roman, la poésie, vous avez des biographies, vous avez tout simplement la vie de quelqu'un d'illustre qui a réussi dans un certain domaine. Moi, j'en connais que des gens qui ont lu ce que j'ai écrit sur Kahnweiler ou sur Durand-Ruel, et ils l'ont lu jeune, et quand ils sont revenus me voir des années après, ils m'ont dit « L'exemple de cet homme m'a poussé à devenir marchand de tableaux. » Parce que c'est exemplaire, justement. Ce sont des modèles. On est toujours à la recherche de modèles. Pour vous, ça s'est bien terminé, Pierre Assouline, mais je me suis demandé, et ça peut paraître un peu fou de vous poser cette question-là, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai pensé à Crans-Montana, à ceux qui n'ont pas eu la même chance que vous, pour le coup, dans cet incendie ravageur, dans cette station de ski. Quel livre pensez-vous qui aurait été juste d'invoquer, ou quel livre aurait pu être... ramené dans la pensée de ces gens qui étaient dans cet endroit? Qu'est-ce qui pensez-vous, vous serait venu à l'esprit? Moi, j'ai la réponse.
vous parlez d'un livre pour les rescapés, pour les familles, pour qui ? Je me dis que quand on est dans un endroit où on voit la mort arriver comme ça, qu'on ne peut pas forcément s'en sortir, qu'est-ce qui peut venir dans notre tête ? Une phrase, un livre, une pensée ? Tout dépend des gens, de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont aimé. Vous pensiez à quoi ? Parce que dans votre livre, vous parlez du livre de Job, vous parlez de ce qui est écrit et vous parlez du Kaddish. Et je me suis dit que peut-être, si ça avait été vous à ce moment-là, c'est la chose qui vous serait venue en tête. Probablement, parce que je me suis identifié à Job, le juste souffrant. Et là, je pense que dans ces moments-là, si on est croyant, un minimum, Bien sûr. il y a une interpellation, comme celle de Job, quand il l'adresse au Tout-Puissant et qu'il ose l'interpeller. Et il continue à interpeller. Il est mis au banc de la société, dehors du village, sur une paillasse. Ses amis le quittent, sa femme le quitte. Il perd ses enfants, il perd ses moyens de subsistance. Il continue quand même, jusqu'à ce que Dieu, Hachem, lui dise « Et où étais-tu quand j'ai créé l'univers ? Qui es-tu pour oser m'interpeller comme ça ?» Et la leçon, c'est qu'il faut continuer à aimer Dieu, à le louer, sans rien attendre en retour. C'est toute la question de la rétribution. Vous dédiez ce livre à votre mère et vous écrivez « Tiens bon maman ». Comment a-t-elle réagi ? Écoutez, elle a 96 ans. Elle a des petits mots de cet âge, mais elle ne voit pas très bien. Et elle m'a dit je vais le lire, mais c'est un peu difficile pour moi, mais c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est le titre. Elle m'a dit tenez bon, c'est un titre formidable, et ça me suffit parce que je le prends pour moi. C'est magnifique et je pense que c'est la meilleure chose à entendre quand on vient d'écrire un livre comme le vôtre avec un titre pareil. Pierre Assouline, tout de suite, on vous parle musique sur Radio J. Radio J. Bonjour Fabien Martin. Bonjour Cyrielle, bonjour Pierre Assouline. Voyez-vous, je me demande souvent si l'art en général et la musique en particulier est le reflet d'une société ou si c'est un rempart au fracas qui nous entoure, une façon de construire le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, avec nos repères, notre géographie. Alors c'est probablement un peu des deux à la fois, mais aujourd'hui, entre le bruit des bombes à la télé, les discours de l'entre-deux-tours, les angoisses de parents de Parcoursup, attention Cyrielle, ça pourrait vous arriver très très vite cette histoire, j'ai choisi de baisser le volume du monde, histoire de nous reposer les tympans, et pour ça, j'ai plusieurs solutions. La première s'appelle Flight. Flight comme le vol d'un oiseau, mais avec un Y à la place du I et un E à la fin. Bref, un peu comme ça se prononce, mais pas vraiment non plus. En même temps, on n'est pas là pour l'écrire, mais pour l'écouter, alors on écoute. Flight, deux Anglais londoniens amis de longue date, et ce sont à coup sûr les derniers romantiques de leur temps, une espèce menacée, un peu comme les ours bipolaires à qui on demande de rejoindre la terre ferme. Flight existe depuis 10 ans et réinvente mine de rien la folk moderne, sans crier gare, mais avec l'assurance de ceux qui ont le cœur pu. La chanson qui ouvre l'album s'appelle Hurt People, littéralement les gens blessés. Mais en anglais, il y a une ambiguïté assez belle qui trouve tout son sens dans la répétition Hurt People, les gens blessés blessent les autres. Et derrière les petites fissures de quotidien, il y a souvent des personnes qui essayent de tenir ensemble. Et je crois que la musique, tout comme les livres, peut les y aider. Flight, une musique qui prend son temps, qui nous laisse assez d'espace pour respirer et nous ferait presque croire que tout ralentit autour de nous, que les journées font 25 heures et les semaines 8 jours. Il y a aussi cette production intime, cette sensation d'être en studio avec le groupe, emmitouflé dans la magie de l'instant. Pour un peu, on aurait presque peur de déranger. We watch the colors bleed from the observatory. Flight réussit le pari d'être délicat sans être fade, d'être fin mais sans manquer de sel. Monter le volume de Flight, c'est aussitôt baisser le volume du monde. Et ça fait le plus grand bien. Et alors, vous nous proposez aussi une deuxième solution, Fabien. Oui, Cyrielle, dans un souci de parité parfaite, j'espère que vous apprécierez, j'ai eu l'envie de vous parler d'une chanteuse. Et non, mon choix s'est porté sur Billy Marten, également jeune londonienne, que j'affectionne particulièrement. She drinks my blood and I
Si tout à l'heure on avait l'impression d'être en studio avec le groupe, là on se retrouve carrément dans le 2 pièces cuisine de Billy Martin, quasiment au-dessus de son épaule à l'avoir griffonné ses carnets intimes. En digne héritière de Johnny Mitchell ou de Suzanne Vega, Billy Martin est spécialiste des chansons d'amour à sens unique. L'amour à sens unique, chacun s'y retrouvera forcément à une période de sa vie. Des arrangements recherchés, elle parvient à faire ce qu'on n'espérait plus, fusionner ces 2 écoles que sont la folk et le groove. Et j'ai l'impression de me trouver à cet endroit précis qui sépare la ville de la campagne, le sophistiqué du rugueux. La musique de Billy Martin, c'est une fleur qui pousse au milieu du bitume. L'album s'appelle Dog-Eared et puisque le hasard arrive toujours quand il faut, cher Pierre Assouline, en anglais Dog-Eared signifie une page de livre corné. Et les livres, vous savez ce que c'est paradoxalement, plus on les aime, plus on les lit et plus on les abîme. Un livre abîmé, c'est un livre qui a été aimé, peut-être comme les années et les amours qu'on a usés trop vite. Cyrielle, c'est beau. Le disque raconte donc ce passage entre l'adolescence et l'âge adulte, un processus dont on n'a jamais conscience. Une fois que c'est passé, pouf, c'est passé. On ne se rend compte de rien et nous voilà collectionner les cartes de fidélité des enseignes de supermarché en bas de chez nous. Alors voilà, entre les chansons de Flight et celles de Billy Martin, il n'est évidemment pas question d'éteindre le monde, déjà parce qu'on ne sait pas où se trouve le bouton, mais juste de le rendre un peu plus habitable, histoire de tenir bon et de se sortir indemne des tempêtes de neige en pleine montagne. Merci beaucoup, Merci. Fabien Martin. Je crois que c'était du goût de Pierre Assouline. Merci pour ces jolies propositions. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Comme j'ai hâte. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et bonjour Pierre Assouline. Bonjour. Pierre Assouline, vous êtes ici pour nous parler de votre dernier livre, Tenez bon, un petit manifeste sur les livres et sur l'espoir. Ce que j'aime avec les manifestes, c'est qu'ils sont souvent à l'impératif. Indignez-vous, résistez, tenez bon. Comme si pour réveiller les consciences, il fallait nous parler comme à des enfants fatigués, presque nous donner des ordres. D'ailleurs, pas que dans les livres, hein. Même manger 5 fruits et légumes par jour, c'est plus un conseil, c'est une menace. Peut-être que sinon on n'écoute pas. Moi, par exemple, mon ex m'a écrit pendant des mois et des mois: est-ce que tu peux arrêter de rôder chez moi Est-ce que tu peux arrêter de rôder en bas de chez moi en pyjama? Et j'ai pas arrêté. Et puis un jour, il m'a écrit: arrête de rôder en bas de chez moi en pyjama. J'ai arrêté. Bon, c'est aussi parce que la suite du message, c'était où j'appelle les flics. Comme quoi, la conjugaison, ça change une femme. Moi, j'ai adopté la même stratégie avec mes stagiaires. Avant, je disais: tu peux écrire le compte-rendu de la réunion. Et maintenant, je dis: hésite pas à écrire le compte-rendu de la réunion d'il y a 3 semaines. Étonnamment, ça marche vachement mieux. Après, c'est vrai que hésitez pas à tenir bon, ça aurait été moins impactant comme titre de livre. Après, moi, j'aime bien cette idée de tenir bon. C'est un peu comme les gens à la caisse qui te disent bon courage au lieu de bonne journée. Alors bon, c'est vrai que quand j'achète du vin à 14h un mardi en pyjama en bas de chez mon ex, je transpire pas le développement personnel réussi, mais quand même, à quel moment on s'est tous mis d'accord pour accepter un bon courage d'une inconnue ? Comme si collectivement on s'était dit: ok, le monde part en vrille, on va juste essayer de s'accrocher. Alors on n'a pas réussi à s'indigner, on n'a pas réussi à résister, donc maintenant on tient bon. Et pour vous, Pierre Assouline, le meilleur moyen d'y arriver, c'est avec des livres. Et je trouve ça formidable d'ailleurs que vous donniez de la visibilité à des auteurs et autrices émergents comme Simone Weil, Albert Camus ou Rudyard Kipling. Je pense qu'ils vont enfin percer. C'est drôle parce que ce week-end, je jouais à Tu préfères avec une amie. Bon, j'en étais pas à mon premier verre de vin, il était 15h du matin. Et je lui demandais: tu préfères ne plus jamais manger de fromage ou ne plus jamais relire ton livre préféré? Après une longue hésitation, elle a choisi Belle du Seigneur, alors que Dieu sait qu'elle n'est pas fâchée avec le comté. À la même question, j'ai répondu... Non, je plaisante, personne ne m'a posé cette question. Mais on m'a demandé si je préférais ne plus jamais boire de vin ou ne plus jamais écouter Michel Berger. Et Michel Berger est sorti vainqueur. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas la dernière à lever le coude pendant le Beaujolais nouveau.
Alors, je ne sais pas si ce sont les livres qui me donnent de l'espoir et qui me permettent de tenir bon, mais ce sont les mots, ça c'est sûr. Qu'ils soient lus, écrits, chantés, parlés dans un film ou déclamés sur les planches. Quand j'ai besoin de rire, j'écoute les répliques du Père Noël est une ordure. Quand j'ai besoin d'espoir, j'écoute Le Paradis blanc. Quand j'ai besoin de beauté, je vais au théâtre. Et dans tous les cas, après, je vais mieux. Il n'y a qu'un truc qui n'a pas besoin d'être lu, ce sont les textos de mes ex. Et puis quand j'ai besoin d'espoir, je lis vos livres, Pierre et Assouline, et ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Adèle Salomon. Merci mille fois. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et oui, comme toujours à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Pierre Assouline et aujourd'hui, c'est votre regard, votre analyse, je dirais même, dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Pierre. Bonjour. Je vais commencer par une citation d'Alphonse Daudet qui dit « Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ». Donc on va tenir jusqu'à la fin de cette émission, même si on va mettre un peu la lumière sur vous. Alors ça commence par cette enfance au Maroc, pendant une douzaine d'années, et il y a 3 éléments forts. Il y a mon père, qui représente l'histoire, qui représente la République. Et il y a ma mère, qui représente la littérature. Et puis il y a ce frère que vous avez perdu, qui va être un lien pour toute la suite de votre vie, même si vous l'avez peut-être réalisé bien plus tard. Et ensuite, il y a encore 2 éléments qui vous nourrissent. Cette République, avec cette France que vous aimez, et ce judaïsme. Ces 2 choses qu'on vous a transmises et que vous avez gardées jusqu'à aujourd'hui. Alors je vois en vous un homme de mémoire, qui est fidèle aux faits, qui refuse l'oubli, qui a l'obsession du détail, et qui lutte contre l'effacement. Et puis je vois quelqu'un de structuré, avec une pensée rigoureuse. Vous avez un cadre fort, vous savez bien vous exprimer, vous avez l'amour de la précision quand vous parlez. Et puis vous n'êtes pas dans l'émotion brute, mais vous cherchez quelles sont les valeurs derrière les gens. Vous êtes dans une analyse, un peu comme un psychologue. Et puis il y a ce passeur que vous êtes. Ça veut dire ne pas transmettre que ce qu'on est, mais avoir ce triptyque qui vous vient aussi de votre culture et de votre racine. Ça veut dire recevoir, célébrer et transmettre. Mettre en lumière les autres. Vous êtes un médiateur du passé pour le présent. Et puis, vous êtes dans la prise de conscience politique et historique à travers vos regards entre ce journaliste et cet historien et ce passeur de livres pour les autres. Alors je vois en vous une certaine distance quand même, parce que vous avez pas mal d'élégance, de retenue et de pudeur. Vous êtes dans la distance affective, dans la retenue. Un écrivain qui comprend que quand il écrit peut-être, et que écrire, ça le libère de ses émotions. Alors la littérature, ça peut être un soutien intérieur. Et puis, quand vous nous expliquez cette histoire qui vous est arrivée en Suisse et que vous avez cru voir le paradis, moi je me suis dit que si c'était le paradis pour vous, ça serait une bibliothèque. Et puis, vous êtes un homme de résistance parce que vous résistez au chaos. Vous êtes dans la ténacité face aux obstacles. Vous êtes là pour comprendre, pour structurer, tout en étant toujours droit. Un livre, ça me permet de ne pas sombrer, de rester vivant, de garder sa verticalité. Donc ce titre, tenir bon. Et puis, dans un monde aujourd'hui qui est rapide, qui est superficiel, qui est fragmenté, vous nous dites que vous êtes le fils de vos lectures. Et j'utiliserai une citation qui dirait que celui qui ne lit pas, à plus de 70 ans, n'aura vécu qu'une seule vie. Alors sur Radio J, on a appris de vous aujourd'hui que vous tenez bon, que c'est une résistance, et ce sont des repères et des réponses face à une angoisse de disparition, une angoisse que tout s'écroule, que la solitude, on peut y penser et y compenser grâce au livre, que le trauma, le deuil, le livre est encore une solution. Il y a une tentative de transmission et une résistance face au vide contemporain ou pour tenir bon sur vos valeurs. En tout cas,
vous êtes toujours journaliste, avec ce goût de la culture, qui est votre fil rouge ou votre fil d'Ariane. Alors je dirais qu'avec vous, les livres ne sont pas des objets, ce sont des lignes de vie. On peut en tourner les pages, mais on peut empêcher qu'elles se referment. Et puis, lire, ce n'est pas s'évader, c'est peut-être rester debout et tenir, et au fond avec vous, une manière très intime de ne pas disparaître. Eh bien, c'est bien, hein, bien fait de venir. Merci beaucoup Christian Rechaud, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Pierre Assouline. Vous êtes venu nous voir pour votre manifeste Tenez bon aux éditions Robert Laffont sur les livres qui nous aident à ne pas renoncer, comment ils nous donnent de l'espoir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour votre invitation. Je lirai une dernière phrase. Tenir bon lorsqu'on est un juif français et républicain, peu importe l'ordre des mots. Quand au fond de soi, les trois demeurent naturellement dans l'ordre des choses. Ne pas céder à la peur, même si c'est plus difficile dans certains quartiers que d'autres. Se dire que si l'on consent par prudence à arracher la mezouza du linteau de sa porte, c'est que l'on ne va pas tarder à s'arracher de son propre pays. Merci beaucoup Pierre Assouline. On se dit à demain sur Radio J avec Adam Taillet pour son livre L'énigme d'Abraham aux éditions Miqueter. À demain.